Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, comment ça va? Ça va bien, c'est vendredi 4 décembre. J'ai ouvert ma petite case du calendrier de l'Avent, donc tout va bien. Vous avez des chocolats, vous avez quoi un petit chocolat, oui, un petit chocolat, voilà. Et aujourd'hui, c'est le club de la presse média avec un sujet unique, un sujet particulier. On s'interroge autour de ces nouveaux médias comme Brut, médias sur lequel le président de la République va être interviewé cet après-midi. Est-ce qu'ils sont en train de prendre une place croissante et presque de remplacer les médias mainstream? Et puis on aura avec nous Bernard de la Villardière qui va lui aussi lancer son site pour débattre, pour parler avec nous. François Jost, bonjour, professeur à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour François, vous êtes directeur de la revue Télévision. On ne m'a pas mis votre dernier livre pour en finir avec la haine, c'est ça? Médias pour en finir avec la haine. Non, de médias sortir de la haine, pardon. Sortir de la haine, voilà. Bon, on va sortir, en finir, voilà. Jean-Maxence Granier, président du think tank de Think Out, pardon. Vous êtes consultant média. Bonjour Jean-Maxence. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. On est content de vous retrouver tous les deux pour parler donc de ces modifications du paysage, non pas audiovisuel, mais du paysage de l'information. Gilles, on a posé une question à nos auditeurs sur Twitter. Et oui, on leur a demandé évidemment Brut, Combini, Loopsider, Néo. Maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à faire de l'information avec des journalistes sur le terrain. Alors, est-ce que vous faites plus confiance à ces nouveaux médias qui sont en ligne, qui d'ailleurs sont souvent repris par ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est BFM, France Télévisions ou les JT? Est-ce que vous faites plus confiance donc à ces médias en ligne plutôt qu'aux autres médias? Eh bien, oui, pour l'instant, c'est partagé, hein, Valérie. Pour nos auditeurs, oui à 51%, non à 49%. Voilà, vous pouvez aller réagir sur notre Twitter de Sud Radio et nous dire ce que vous en pensez. Aurélien dit ça dépend du média. Aurélien dit ça dépend du média, ça dépend de l'intervenant, peut-être aussi des éventuels conflits d'intérêts mis en jeu. Jackie nous dit peu importe les moyens que les médias utilisent pour m'informer, je reste d'abord suspicieux. Si je n'ai pas plusieurs sons de cloche, ensuite j'émets mon opinion ou par questionnement si je n'ai pas tous les éléments. Katoua nous dit en ligne ou ailleurs, ça dépend desquels un mainstream reste un mainstream en ligne ou non. Alors y a-t-il effectivement une différence entre ces médias et ceux plus traditionnels qu'on considère comme des médias mainstream? On va commencer d'abord avec le zapping comme tous les matins avec vous Gilles. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors Valérie, puis à nos amis, on est vendredi, alors moi j'avais envie, puisqu'on va parler de politique et des réseaux sociaux, de faire un petit peu un zapping musique, parodie, quelque chose de cool. Mais on commence par quelque chose qui n'est pas une parodie, même si ça a la couleur de. C'est celui qui est en haut du top du classement, Valéry Giscard d'Estaing, alors qui ne faisait pas que du piano à bretelles, il faisait aussi du piano tout court, c'était dans C'est à vous. Dans cette pièce, il y avait un piano. Donc je jouais de temps en temps du piano le soir. J'ouvrais la fenêtre, les gens entendaient dans la rue. Mais qu'est-ce que fait que ce bruit? Qu'est-ce que ça vient? Alors ils regardaient, ils voyaient que ça venait d'une fenêtre de l'Élysée. Et moi je continuais. Mais ils ne savaient pas que c'était vous. Puis quand j'avais fini, je fermais la fenêtre. Le fantôme de l'Élysée, c'est lui qui joue au piano. En deuxième dans mon classement musical, et bien évidemment dans l'actu, c'est Le Vaccin. Et Sandrine Saroche a fait une parodie un peu téléphonée. Allez, on a le vaccin, et on a le vaccin. Il paraît qu'il est au point, c'est pas du baratin. On se la fait a cappella, et on a le vaccin. À toi, et on a le vaccin. Il paraît qu'il est au point. Et puis pendant ce temps-là, hier dans l'émission, n'oubliez pas les paroles de Nagui. Vous allez écouter bien Valérie, Michel a poussé une imitation vocale presque parfaite. Il paraît que vous imitez en chantant évidemment Mike Brandt, c'est vrai? Si je suis chanteur aujourd'hui,
C'est Mike Brandt. A cappella, vous pourriez faire quoi? C'est comme ça que je t'aime, comme un dieu qui se meurt pour l'amour d'une reine, un poignard dans le cœur. Incroyable, hein? Vraiment, pas mal. Même empreinte vocale. Alors, cette parodie musicale, c'est vous qui me l'avez envoyée, Valérie, et on a bien ri ensemble. Alors, il cartonne sur les réseaux sociaux, c'est Stylo et sa copine qui ont repris Billie Jean avec des termes culinaires. Alors, est-ce que vous saurez entendre, nos amis, est-ce que vous allez entendre? Alors, écoutez bien, pomme tarte, houmous, hachis, limonade, saucisson, pomme tarte. Hachis, limonade, des linguines et du saucisson, assiette de maroilles, bouillon mis à crème avoine, wokadane, une fois, couillaman. Couillaman, c'est super, c'est incroyable. C'est assez réussi, absolument. On va rester avec Michael Jackson et de nouveau Sandrine Saroche, notre chouchou Valérie, qui a fait de Betty devenue Biden. In America you have no Sarkozy, I wanna get no Philippe Douste-Blazy. You know have Le Pen, you have no Ségolène, just Biden, Joe Biden. In America you have no Le Drian, I wanna get no Nicolas Dupont-Aignan, no François Fillon, no Jean-Luc Mélenchon, just Biden, no Elisabeth Borne. Et Jean-Maxence, c'est super, hein? C'est super. Ouais. Jean-Maxence et François, c'est pour vous, pour finir. Moi, je vous dis que le prochain tube, c'est un bruit. Alors, un bruit qui devient parfois musique. Ça va être un tube. Moi, je crois que le prochain tube, c'est Où sont mes lunettes? De Jean Castex, qui hier cherchait ses lunettes alors qu'il les avait sur le nez. Mes lunettes, là. Alors, c'est pas très radiophonique. C'était un petit bruit, non, mais j'avais envie de le mettre. Ouais. Vous avez vu l'image ou pas, et l'un et l'autre, Jean-Maxence? Non, moi j'ai pas vu. Je vous recommande. Franchement, c'est très drôle. Ça a circulé effectivement sur les réseaux. C'est-à-dire que Jean Castex, tel un peu Louis de Funès, tâte ses poches, la poche intérieure et tout en disant mais où sont mes lunettes? Et il les a sur le nez. C'est un peu inquiétant tout de même. Voilà. Ça arrive. Il faut être honnête, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Même au meilleur. Ouais, mais c'est embêtant quand ça arrive quand vous êtes en conférence de presse devant des caméras. Voilà. C'est juste ça. Bon, là, je sais pas où je les ai mises. Vous ne le savez pas, vous les avez sur le nez. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler donc de ces nouveaux médias, tout nouveaux moyens de communication. Est-ce qu'ils sont en train de supplanter ou en tout cas d'avoir plus de crédibilité que les médias dits mainstream? On se retrouve dans un petit instant avec vous. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, BuzzFeed, Brut, Loop Insider, Combini, TikTok, ces mots, ces intitulés ne vous sont pas étrangers. Cet après-midi à 16h, Emmanuel Macron a choisi le média Brut pour communiquer sur le Covid, pour parler des violences policières. Une interview qui sera reprise d'ailleurs par BFM TV et par France 2. Déjà, on va parler de ce choix fait par le président de la République. Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ces médias qui touchent les jeunes sont plus à même de faire passer le message? On va en parler avec François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, directeur de la revue Télévision, votre dernier livre Média pour sortir de la haine. On a Jean-Maxence Granier avec nous, président du think tank de Think Out, décidément. J'ai du mal avec le nom, on a toujours l'habitude de dire think tank. Et vous êtes consultant média. Et est-ce qu'on a Bernard de la Villardière avec nous en ligne? Oui, bonjour. Oui, bonjour Bernard, bonjour. Merci d'être avec nous.
journaliste, on vous connaît bien évidemment. Vous êtes producteur de télévision, on vous a accueilli il y a quelques semaines. Vous êtes à la tête d'une équipe de médias et vous lancez, vous, un nouveau média digital, 100% digital, qui est accessible dès maintenant. Ça s'appelle Néo. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous lancez et pourquoi vous avez décidé de créer un nouveau média. Déjà, peut-être avec François Jost, avec vous aussi Bernard, parler du choix de Brut. Est-ce que c'est une bonne idée, Jean-Maxence Granier, pour le président de la République, de passer par ce type de média pour s'adresser aux jeunes, ou est-ce que c'est un leurre? Non, moi, c'est très macronien, c'est une forme de contre-pied par rapport au mode de communication habituel d'un président. D'abord parce qu'il s'adresse aux jeunes, vous l'avez dit, et que les jeunes, en ce moment, pour des tas de raisons, sont dans une situation difficile et compliquée du point de vue des études économiques, etc., et qu'il a besoin de prendre la parole vis-à-vis de cette catégorie de la population. Et puis ensuite, parce que ça lui permet de revenir à sa façon sur l'enjeu des violences policières et sur l'enjeu de ce fameux article 24 et de la question de la manière dont on filme les manifestations, puisque derrière, avec Brut, il y a Rémi Buzine, qui est un des acteurs clés de cette façon de faire du journalisme, et quelque part, il se confronte directement avec ces enjeux-là, et c'est assez de sa manière que de prendre de faire un contre-pied, un peu comme il l'avait fait avec le grand débat, et de prendre de front ces enjeux à travers ce média. Donc moi, il me semble que c'est un bon calcul, pas au mauvais sens du terme, c'est une bonne stratégie médiatique, parce qu'il y a beaucoup de sens dans le choix de Brut et dans le choix de ses interlocuteurs journalistiques. On verra tout à l'heure si on leur accorde ou pas cette épithète. Si, il y a parmi il y a effectivement Rémi Buzine et puis Thomas Negaroff, qui est journaliste sur France Info, entre autres. François Jost, pour vous, c'est une bonne stratégie pour le président de la République ? Oui, c'est une stratégie d'ailleurs qu'il a déjà utilisée en 2017 avant d'être élu. Il faut se souvenir qu'il avait accordé une interview à Hugo Décrypte, qui est un site important d'information. Donc le but, évidemment, c'est de toucher les jeunes. Il faut rappeler, pour bien voir l'enjeu, que selon une dernière étude de Reuters d'il y a un an, les jeunes sont à 69% regardent, s'informent par leur smartphone. Donc c'est sur le smartphone qu'ils s'informent, ce qui fait qu'il est sûr de toucher les jeunes. C'est très discriminant, l'âge. À partir de 35 ans, on regarde plus les informations sur la télé. Mais jusqu'à 35 ans, en revanche, c'est ce média qui est favorisé. Donc je pense qu'il va toucher effectivement les jeunes, et c'est ça qu'il veut faire, puisque les jeunes se détournent totalement de l'information et de la télé. Bernard de la Villardière, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il est plus audible pour autant? Est-ce que le média fait le message, et est-ce que le média rend plus sensible l'auditeur? Ce qui est important, c'est le bassin d'audience, c'est le public auquel il s'adresse. Effectivement, comme disait François Jost, aujourd'hui les jeunes regardent beaucoup les plateformes de contenu vidéo. C'est pour ça qu'on a lancé les Néo d'ailleurs. Sauf que nous, on fait le pari d'intéresser aussi les moins jeunes, parce qu'en fait, on parle beaucoup des millennials, c'est des 15-25. En fait, il y a beaucoup de gens, à commencer par moi, qui s'informent aussi à travers les plateformes de contenu vidéo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu créer cet espace, ce nouveau média. Mais pourquoi justement Concernant Macron et sa prestation ce soir, ce qui va être intéressant, c'est de savoir s'il adapte son discours et son style à son auditorat, parce qu'on a souvent constaté que quand il n'était pas à la télévision, mais quand il était sur les médias sociaux, il avait tendance à retrousser ses bras de chemise, à avoir un ton un peu plus enjoué, un peu plus gens, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, ça va être un exercice intéressant. Je trouve ça très bien qu'il aille sur ce terrain-là aussi. Mais c'est énorme, ça fait partie de la vie quotidienne. Les plateformes de contenu vidéo, ça fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui. C'est comme les radios libres dans les années 80. Je suis d'accord, mais ma question, elle est quand même, est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que c'est pas est-ce que vraiment les jeunes, parce qu'on passe par leurs médias, vont l'écouter et vont être sensibles au message? Écoutez, alors ça, je ne sais pas. Il faut voir quel sera l'impact de son discours. Mais je pense que, en tout cas, c'est important qu'il lance des
lance des ponts et qu'il essaye de communiquer aussi avec les jeunes et les très jeunes. Gilles. Mais Valérie, moi je trouve qu'en effet, je suis d'accord avec Bernard de la Villardière. En fait, c'est le média qui est important, et ce média-là, il est regardé par les jeunes. Il y a des codes. Quand vous regardez YouTube, j'ai fait mon zapping avec les parodies. Il y a des codes, il y a des phrases très courtes. Alors s'il n'emploie pas ces codes, ça sera un flop. Et puis la question, mais cette question-là, c'est vous qui me l'avez posée lorsqu'on a préparé l'émission, et je pense que c'est la vraie question. C'est est-ce que Rémi Buzine va changer? Est-ce que son interview va être différente de celle d'un autre journaliste de France Télévisions? Est-ce que le fait qu'il soit de quelqu'un de chez Brut, ça va changer? Parce que Rémi Buzine, il a été quand même révélé par les Gilets jaunes, qui étaient quand même vraiment des attaques contre Macron, et donc c'est ça qui l'a mis en lumière. Il n'a pas fait d'école, il n'a pas été dans le sérail journalistique qui est très critiqué par BuzzFeed et tous ces réseaux-là. Et la vraie question, elle est là. S'il fait s'il fait des questions à la PPDA ou aux journalistes, il n'y a vraiment aucun intérêt d'être sur Brut. Donc oui, comme disait Bernard de la Villardière, c'est quel discours il va tenir, et surtout comment il va être interviewé. Jean-Maxence. Je crois que François Josse, pardon. Oui, je suis pas tout à fait sûr, Gilles, qu'il faille qu'il change tout à fait son ethos, comme on dit, son comportement. Les jeunes ne sont pas complètement idiots. Ils savent bien que c'est le président de la République qui va leur parler. Donc s'ils commencent à faire wesh, je sais pas quoi, on va dire attends, c'est un bouffon. On te croit pas. Donc je ne suis pas sûr. Je pense que effectivement le médium est très important. Ça c'est ce qui fait le truc constitutif, c'est que il aille quand même vers les jeunes en allant sur la façon dont ils s'informent. Mais de là à ce qu'il soit obligé de faire le jeune, je crois que ça serait une grossière erreur. C'est quoi la signature de Rémi Buzine? C'est le smartphone. C'est une information qui est à la fois consommée sur les smartphones par ce public jeune qu'on a évoqué, et en même temps qui est produite. Et la signature de Brut ou de certains de ces formats, c'est de suivre en continu, avec un effet de réel très fort, par exemple, les manifestations Nuit debout, Gilets jaunes, et puis ce dernier événement, la place de la République avec les migrants. Et donc, il y a une espèce d'effet vérité qu'on peut interroger par ailleurs, mais c'est pas du tout un journalisme, disons, derrière l'écran qu'on a quelquefois reproché à Internet. C'est plutôt un journaliste qui renoue avec cette logique du direct, de l'immédiateté, presque de l'absence de sélection. Et est-ce que Rémi Buzine, dans un exercice beaucoup plus institutionnel malgré tout, avec un président en face de lui, arrivera à conserver cette forme d'authenticité en tout cas, que ceux qui le suivent lui ont prêté, c'est l'enjeu. Et moi, je pense que la dernière chose à faire, c'est effectivement un président qui s'adresserait aux jeunes en leur disant vous avez le somme ou quelque chose comme ça, en imitant les codes Jones. Bah oui. Ça ne fonctionnerait pas. Alors, je suis d'accord avec François. Rémi Buzine, dans une interview à France Info, dit l'idée, c'est de poser les questions les plus franches possibles. L'interview va se dérouler en direct. C'est un format long avec une très forte implication de la communauté. C'est-à-dire qu'il va relayer les remarques et les questions des gens qui seront devant ou qui écouteront cette interview, et il va aborder énormément de sujets, les violences policières, l'écologie, le féminisme, la loi sur le séparatisme. Donc c'est une forme effectivement qui va être différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors peut-être la question pour vous, Bernard de la Villardière, c'est pourquoi avoir lancé ce nouveau média Néo? C'est que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une nouvelle forme de journalisme qui est indispensable, nécessaire, évidente, et que les médias mainstream ne sont plus adaptés à notre époque? Nouvelle forme de journalisme, je sais pas, il y a une expression de Jean-François Revel que j'adore concernant le journalisme, c'est qu'il disait que c'était c'est le plus jeune métier du monde. Donc c'est un métier qui doit être sans arrêt remis sur l'établi, refondé, etc. Moi, ce que je trouve dommage à travers les réseaux sociaux et les plateformes de contenu vidéo qui existent aujourd'hui, c'est que justement, le journalisme de l'immédiateté ne dispense pas de la contextualisation, de la pondération, du sens de la nuance et de l'enquête.
C'est vrai que les violences policières, elles sont surexposées, ou elles sont exposées à juste titre parfois, hein, je critique pas, par notamment des plateformes de contenu vidéo comme Brut, mais parfois on ne prend pas le champ, on ne prend pas le recul pour expliquer, pour contextualiser et aussi mettre en valeur. Ce qui se passe aussi, c'est que ces policiers souvent sont aussi victimes de violences psychologiques, d'injures. Enfin, aujourd'hui, il y a ce pseudo-nouveau journalisme que je conteste un peu, c'est-à-dire que ce sont des gars qui s'estiment journalistes citoyens et qui viennent braquer leur smartphone à quelques centimètres du visage des policiers stoïques pendant un certain temps, avant qu'on les charge d'attaquer la foule parce qu'elle refuse de se disperser, et on les insulte, on leur crache dessus, on leur jette des produits acides, voilà, et tout ça, on le montre pas toujours suffisamment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un dossier tabou au genre sur la haine à l'égard de la police. Ouais. Et qu'il n'y a pas eu, je fais juste une parenthèse, qu'il n'y a pas eu le retentissement, je trouve, qu'il aurait dû avoir, non mais par rapport mais parce que une sorte de deux poids, deux mesures. Quoi. Le contexte fait que les gens, à 21h, ils ont envie de regarder autre chose que de se faire du mal. Voilà, après, on a eu un certain succès d'audience quand même, mais c'est important, et dans Néo, on va justement essayer, c'est pas parce qu'on est sur une plateforme de contenu vidéo qu'il faut cultiver l'immédiateté et pas contextualiser. Donc c'est ce qu'on va faire dans Néo, tout en ayant le souci aussi de revenir à un journalisme de proximité, la vraie vie des gens, quoi, d'être proche d'eux, d'être dans la nuance, aussi dans l'enquête, dans le. Voilà, il y a aujourd'hui, à travers un certain nombre de plateformes de contenu vidéo, comme un plaisir à tout déconstruire. Et nous, on a envie de construire, on a envie de mettre en valeur les valeurs, de mettre en scène ou de mettre en valeur ce qui est positif dans la société française et ce qui crée du lien. C'est pour ça qu'on sera plutôt avec les constructeurs et pas avec les déconstructeurs. Ouais. Et ça, vous n'auriez pas pu le faire avec M6 intervenir. Oui. Alors, attendez, deux choses. Plusieurs. Donc, Gilles demandait ça, vous ne pouviez pas le faire avec M6. Avec M6, vous avez plus de liberté. Il y a déjà des formats. Il y a déjà des formats. Ouais. Je le fais avec M6 et avec Enquête exclusive. En ce moment, je suis à M6. D'ailleurs, je suis en train de mixer le sujet sur le cartel de Sinaloa qu'on va diffuser dimanche. J'ai eu la chance d'aller au Mexique là, il y a quelques jours. J'étais dans l'état de Guerrero. Et avec Enquête exclusive, je rapproche ce qui est loin. Avec Néo, on va tenter de rapprocher ce qui est près de nous et qu'on a tendance à oublier ou à démonétiser, à déconstruire. Et donc c'est pour ça qu'on va être proche des gens, comme je suis proche des gens quand je vais à l'autre bout du monde. D'accord. Alors c'est François. Moi je voulais intervenir. Oui, allez-y François. D'abord, je rejoins tout à fait par mon dernier livre Bernard de la Villardière, parce que je pense qu'il faut lutter très très fortement contre la haine des médias. Et j'ai vu d'ailleurs que sa nouvelle plateforme allait dans le sens de ce que je demandais à la fin de mon livre, c'est-à-dire des informations positives, parce que les gens ont besoin aussi d'avoir confiance dans des choses du monde qui marchent ou qui ont des solutions. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que on caricature un peu Brut. Brut, c'est pas que des directs dont on vient de parler. J'ai été hier analyser les informations qu'il proposait, parce que je suis sémiologue et que donc je travaille toujours sur les faits et sur les choses. Et il y avait quoi ? Dans l'actu, il y avait 5 informations. Il y avait 5 informations dans l'actu. Il y avait notamment un reportage sur la guerre du Tigré, qui n'est pas un sujet spécialement simple, facile, où le commentaire faisait véritablement une construction, expliquait ce qui se passait. Il y avait un reportage sur la L214 et la filière de viande, etc. Un truc sur un stand-up, et puis la lettre de Vidi, etc. Donc pour dire qu'il y a des reportages qui s'accaparentent. Ce qui fait, je pense que Néo sera la même chose, ce qui fait ces plateformes, c'est que ce sont plus des magazines que de l'actualité directe. Il y a l'actualité directe, mais il y a aussi le côté magazine, c'est-à-dire on peut s'informer sur la vie. Et il y a un point très important, c'est que ça passe beaucoup par des témoignages de gens. Alors Bernard de la Villardière disait il faut donner la parole aux gens, etc. C'est ce qu'on voit beaucoup dans ces plateformes, c'est-à-dire que les gens sont face caméra et ils s'expriment sur leur vie.
Oui, mais avec l'importance de contextualiser aussi, comme le disait Bernard de la Villardière, parce qu'un témoignage sorti de son contexte ou une vidéo sortie de son contexte n'a pas vraiment de sens. Jean-Maxence ? Bien sûr. Pourquoi ces nouveaux médias, il ne faut pas confondre avec les réseaux sociaux eux-mêmes. Hein. Ils utilisent les réseaux sociaux comme mode de diffusion, mais ils ne se confondent pas avec eux. Ça serait par exemple la différence entre Brut et TikTok. Ils ont adapté leur format avec par exemple l'image carrée, avec le fait d'accorder beaucoup de place aussi au sous-titrage pour que ça soit, comment dire, lisible autant qu'audible. Ils s'adaptent et ils trouvent des formats qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont des lieux sur lesquels cette génération dont on a parlé est. Et donc, mais ils sont faits. Et l'exemple de Bernard de la Villardière est typique. Ils sont aussi faits par des gens qui viennent de la télévision. Brut, c'est Renaud Levantim. C'est des gens qui viennent importer un savoir-faire journalistique ou télévisuel dans ces nouveaux formats, où c'est quelquefois des gens comme Rémi Buzine qui sont nés un peu avec ces formats-là et qui peu à peu, comment dire, se professionnalisent justement et comment dire, créent un savoir-faire à la fois dans la façon de récolter l'information et de la structurer, mais ils sont importants parce que justement ils répondent à l'idée que les réseaux sociaux, l'information circule dans tous les sens. Et bien là, tout à coup, il y a malgré tout des médias, des gens qui se spécialisent là-dedans et qui essayent de trouver des formats qui fonctionnent. Alors ensuite, on peut, ils se trouvent confrontés à des problèmes journalistiques, d'organisation de l'information, de validation des sources, etc., comme les autres. Mais il faut pas voir d'un œil uniquement négatif tout ce travail. Et par exemple, de ce que j'ai compris du projet de Bernard de la Villardière, ce thème de la proximité, ça me paraît être vraiment quelque chose de très intéressant et peut-être une orientation plus positive, un journalisme des solutions qui peut tout à fait avoir sa place sur les plateformes à travers des formats innovants. Oui. Gilles, vous vouliez réagir ? Oui, moi, ce qui me surprend toujours, c'est, je le vois d'ailleurs sur Twitter, vous êtes très nombreux à réagir sur la question qu'on vous a posée, faites-vous plus confiance aux médias en ligne ? Et je pense que la vraie question, elle est là aussi, 54% pour l'instant disent oui, c'est pourquoi on fait plus confiance à ces réseaux ? C'est-à-dire que sur une manifestation, on va plus croire Rémi Buzine que France Télévisions ou TF1. C'est-à-dire que dès le départ, un sujet qui monte les gilets jaunes pour dire il y a de la casse ou des choses, eh bien évidemment on va dire BFM monte la casse, monte la merde, et Rémi Buzine va montrer les manifestants. Donc on voit bien qu'on a deux angles d'information différentes et qu'il y en a un à France Télévisions, à BFM, qui a une rédaction, qui a une éthique et une obligation, et le sujet est vu par une dizaine de personnes avant d'être mis à l'antenne. Les gens de Brut ou d'autres journaux n'ont pas ces contraintes-là, et d'ailleurs ne seront pas punis comme peut l'être un journaliste, comme peut l'être un directeur de rédaction. Donc il y a deux poids, deux mesures, et finalement on fait confiance à ces réseaux-là qui sont moins surveillés que BFM, qui sera surveillé par un rédacteur en chef et puis par un directeur de publication. Est-ce que c'est vrai, Bernard de la Villardière, ce que dit Gilles ? Oui, il a tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a un côté très injuste. C'est vrai que quand moi je fais de la télévision et enquête exclusive, on ne se rend pas compte à quel point un numéro d'enquête exclusive, c'est 6 mois de travail pour 5-6 personnes. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de métiers qui rentrent dans la chaîne de production des émissions d'enquête exclusive. Jusqu'au dernier moment, on recoupe l'information, etc. Mais on va faire exactement, on va employer les mêmes moyens chez Néo. On va employer tout à fait le même. Moi, je vais m'attacher à avoir la même rigueur, et la rédaction de Néo, qui est déjà constituée d'une douzaine de personnes, a la même rigueur. Les fautes d'orthographe, la vérification de l'information, c'est plein de choses. Pour moi, c'est un métier. Ce qui est passionnant dans le journalisme, notamment le journalisme en images, c'est le côté artisanal, c'est-à-dire que, encore une fois, 1000 fois, on remet son ouvrage sur le métier, et c'est ça qui est passionnant. Et on parlait de proximité, oui, on sera au plus. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la nuance. J'aime être surpris. Je trouve que l'information, c'est être étonné. J'adore, moi, partir avec une idée préconçue sur un terrain quelconque, et je rencontre les gens, et tout d'un coup, j'ai un changement de perspective, parce que c'est l'humain qui prime. C'est le lien que je peux établir avec les gens.
Et même quand on va dans le quartier de Sinaloa, qu'on rencontre des narcotrafiquants, c'est intéressant d'avoir un peu leur passé, leur histoire. Enfin, voilà, on revient avec des jugements beaucoup moins définitifs quand on va sur le terrain. Et c'est un peu le drame du journalisme d'aujourd'hui. C'est vrai que il y a de moins en moins de reportages et de plus en plus d'analystes et d'experts en plateau, et on va de moins en moins sur le terrain. Mais c'est parce que ça coûte moins cher aussi. Oui, bien sûr. C'est cette évolution qu'on a vue, qu'on a pu voir. Enfin, pour les plus anciens, ce que sont devenues les chaînes d'infos. Moi, à l'époque, je me souviens sur LCI, j'étais la seule à faire du débat avec des éditorialistes. Aujourd'hui, que ce soit CNews, BFM ou LCI, il y a aujourd'hui plus que ça, quoi. Plus que des gens qui font du commentaire de l'actualité. Il me semble. Oui, Jean-Maxence Granier. Là, par exemple, on a tendance à un petit peu à opposer dans notre conversation les vrais médias qui seraient, par exemple, France Télévisions ou BFM, avec des médias qui ne le seraient pas. Alors, je vous rappelle qu'encore très récemment, il y avait une sorte de fracture et on avait un jugement assez sévère sur les chaînes d'information en continu, en particulier BFM, en leur reprochant, par exemple, de faire une sorte de direct permanent et continu. Et puis, il y a ce deuxième reproche qu'on peut leur faire aujourd'hui, que Valérie, vous avez évoqué, c'est-à-dire le commentaire permanent, les plateaux de débat. Et pour moi, cette opposition, elle est moins nette que ça. C'est-à-dire, il y a l'enjeu d'inventer des formats qui fonctionnent sur les modes de diffusion que sont les réseaux sociaux. Et puis après, oui, il y a des questions de déontologie, de fonctionnement du journalisme, de moyens. Mais Rémi Buzine, alors il est peut-être orienté, il est peut-être du côté des Gilets jaunes, mais en tout cas, il filme depuis l'intérieur des manifestations et il rencontre d'une réalité qui n'est peut-être pas assez balancée. Et il fait malgré tout un travail de journaliste en allant au contact avec les gens, et c'est un peu ce que tous les grands journalistes ont fait toujours, c'est d'être en situation. Alors on peut être dans un camp ou dans un autre, mais voilà, moi cette opposition entre les médias auxquels il faudrait faire confiance et ceux auxquels on devrait faire moins confiance me paraît pas forcément valide. La crise de confiance, elle est globale, et peut-être que c'est en s'emparant mieux de ces outils-là que les médias classiques et les nouveaux médias arriveront à renouer le lien de confiance. Mais le manque de confiance, il vient de deux choses. Il vient d'une part des gens qui considèrent que certains médias publics sont inféodés au pouvoir, et ceux qui considèrent que les médias comme les BFM, CNews, etc. sont inféodés au pouvoir de l'argent. Bon, c'est ça qui fait le manque de confiance. Alors, ce qui donne évidemment une seconde chance, j'allais dire, aux réseaux comme Brut, aux plateformes comme Brut, comme Néo, etc., c'est qu'on a l'impression qu'elles ne ressortissent ni au pouvoir politique, ni au pouvoir de l'argent. Ce qui est en partie faux. Parce que finalement, ces nouvelles plateformes vivent uniquement de la publicité. Donc, croire qu'elles sont totalement indépendantes, c'est évidemment faux. D'ailleurs, chacune est faite, et Néo encore aussi, par des gens qui viennent des médias traditionnels. Que ça soit Brut avec Renaud Van King, que ça soit le jeune Ulf Nachel qui a repris aussi, je ne sais plus lequel, que ça soit David Perrotin qui a rejoint maintenant Mediapart. Tous ces gens viennent des médias mainstream d'une certaine façon. Oui, Bernard. Non, mais l'indépendance journalistique, c'est un comportement, c'est une morale. Voilà, oui, c'est ça. C'est à vous de fixer des limites. Que vous travaillez, moi j'ai travaillé pour France Info, j'ai travaillé pour des médias publics, j'ai travaillé pour des médias privés. À chaque fois, c'est une attitude. Il faut avoir le courage de s'affranchir des normes, des contraintes et des pressions. J'ai été co-signataire avec tout un tas de maisons de production audiovisuelle récemment d'une lettre ouverte à l'égard des ministères et du gouvernement en disant que on n'en pouvait plus du contrôle de l'information, un contrôle de l'information qui est plus ou moins masqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour travailler dans le service public, dans un hôpital, planter sa caméra dans un hôpital, une université, un commissariat de police, etc., il faut des tas d'autorisations. On vous demande de signer des chartes, et avec possibilité pour l'institution que vous avez suivie pendant des mois avec vos caméras, etc., d'avoir un visionnage pseudo-technique. Et en fait, c'est des visionnages techniques qui deviennent de plus en plus des visionnages éditoriaux. Et ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème. Ou la tentation du smartphone.
Absolument. Ouais, tout à fait, ouais. Ou de la caméra cachée. La C'est caméra pas cachée. satisfaisant, c'est pas génial. Non, c'est pas Non, c'est génial. pas Donc Néo s'est lancé, c'est sur tous les réseaux, sur toutes les Absolument. plateformes, comme on dit. Et LinkedIn, donc, Instagram, et puis on aura notre plateforme dédiée aussi. Et effectivement, pour l'instant, on est sur des petits formats. Mais ce qui est intéressant sur ces plateformes de contenu vidéo, c'est qu'il y a aussi des formats de plus en plus longs. Et par ailleurs, on a passé un accord C'est avec un passionnant. certain nombre de régies, dont celle d'M6, qui va nous aider à vivre. Merci, Voilà. merci à C'est vous. une Je belle précise. aventure. Bah oui, Merci puis à vous. c'est excitant. Merci Bernard de la Bonne chance à Villardière. Merci. Pardon, Jean-Maxence. Non, je disais bonne chance à Néo. Parce Oui, que le bonne projet chance à est Néo. intéressant, proximité. Oui, Jean-Maxence Granier et François Jost. Je rappelle donc que le président de la République sera interviewé ce soir par Thomas Negaroff, Yakmour Sengiz, je ne sais pas si je prononce bien, et Rémi Buzine. Donc on verra effectivement la teneur. Un auditeur nous dit, pour moi ces gadgets, c'est comme quand un ministre va chez Hanouna. Voilà. On se retrouve dans un tout petit instant avec Gérard Collard. Oui, rapidement. Frustré. Oui, alors 53% de nos auditeurs pensent que ils font plus confiance à ces nouveaux médias et 47% disent non, ça a beaucoup voté. Merci Gilles, Voilà. merci à vous. On se retrouve tout de suite. Lundi, avec on a le gagnant de Koh-Lanta. Lundi, le gagnant de Koh-Lanta. La finale, c'est ce soir. Il sera chez nous. Allez, les livres maintenant. Merci Gilles, merci à tous. On se retrouve tout de suite avec Gérard Collard. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, comme tous les vendredis, le rendez-vous immanquable avec notre libraire préféré, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Comment s'est passée cette semaine de réouverture? Très bien. Très bien. On se bat comme des fous. Les gens sont super sympas. Ils sont là. Les commandes arrivent. Donc, voilà, ça va nous permettre de reprendre le moral, d'avoir puis de passer des fêtes un peu plus avec un peu plus d'air, quoi. Oui, mais les gens sont vraiment revenus dans les librairies parce que c'est toujours, vous savez, on râle en disant oui, les librairies sont fermées, au secours, on manque de livres. Et puis quand ça rouvre, ils vont chez H&M ou Zara. Non, là, il y a eu vraiment... Non, ils sont venus. Ils sont sérieux. En plus, ils font la queue dehors. Il fait pas chaud. Ils suivent les gestes barrières. Non, franchement, on n'a franchement pas à se plaindre. Et puis, j'ai l'impression qu'ils ont compris le message. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va faire un petit peu la queue, mais on va aider notre librairie, la sauver en venant là, malgré la pluie, le froid et tout. Donc, non, ils sont absolument adorables et sympathiques, quoi. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, je sais que vous êtes fan de polar, hein. Oui. Et je vous ai trouvé le dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaître. Alors, Pierre Lemaître, tout le monde le connaît, hein. C'est un immense écrivain de polar français qui a reçu le prix Goncourt et dont on a tiré des films. Et alors là, moi, ça a été... parce qu'on a l'impression du polar, vous savez, on tourne toujours un peu en rond, c'est toujours les mêmes, Caril Ferret, Camus, Gibel. Et là, il a fait un dictionnaire qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens que je connais pas, américains, français. En plus, il y a les titres des polars, donc il explique le polar, il le résume un peu, et ça vous donne des envies d'aller voir quelque chose. Je trouve que pour les libraires et puis pour les lecteurs, c'est incroyable. Ça, j'ai adoré. C'est écrit clairement. Alors, il a ses préférences, hein, mais moi, je trouve que si on voulait me faire un cadeau, enfin, ne le faites pas parce que je l'ai déjà, mais j'adorerais qu'on m'offre le C'est dictionnaire. quoi? C'est dans la collection Dictionnaire amoureux, c'est ça? Oui, c'est ça, mais bon, il y a plein de dictionnaires amoureux. Moi, je trouvais que c'était les gens, ils avaient envie de refaire leur salle de bain et ils disaient, je vais faire un truc sans grand intérêt. Et là, franchement, pour moi, ça va être une base de travail et je trouve que c'est une base de découverte, une clé pour des découvertes pour tous les lecteurs et lectrices, même ceux qui n'aiment pas le polar, parce que il y a des titres des polars, vous devez taper par le résumé des cas, ça c'est peut-être pas mal et tout. Allez-y, pour moi, c'est un incontournable et puis tous les libraires devraient avoir ce bouquin parce que ça nous permettre de faire découvrir plein de choses différentes à nos clients, puis à nous aussi de découvrir des choses sympathiques, quoi. Donc voilà, Pierre Lemaître s'appelle le dictionnaire amoureux du polar et c'est chez Plomb. Très bien, bah écoutez, c'est pas mal, continuez, absolument. Alors, le cadeau parfait. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, parce que vraiment, je ne sais plus, hein, le libraire est bien fou en ce moment. Vous savez qu'il était paru en petite collection, La dynastie des Forsyth. Oui, si vous en avez parlé la semaine dernière.
Allez-y, non, mais franchement, et c'est vraiment le cadeau parfait. La dynastie des Forsyth en un seul tome chez l'Archipel, c'est pour moi une des très 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 bonnes idées de ces fêtes. Et puis Dan Simmons aussi. Alors ça, je trouve l'idée absolument extraordinaire. Le 5e cœur, c'est chez Robert Laffont. C'est un polar encore. Hein. Dan Simmons, c'est un des grands écrivains de science-fiction. Alors moi, la SF, c'est pas franchement mon truc. Mais là, il se plonge. Non, juste. Enfin, non. Non, mais vous dites la SF. Je traduisais SF. Oui, mais alors c'est pas de la SF, hein, même si c'est original. Alors, on est à Paris, 19e siècle. Il y a Sherlock Holmes, qui est assez extraordinaire. Sherlock Holmes, ce personnage, hein, il va se suicider. Il est à l'île de la Cité. Au bout, il en a marre. Enfin bon, je ne vous raconte pas l'histoire. Et en même temps, Henry James, vous savez, c'est le célèbre écrivain américain, une sorte de Proust américain. Lui, il vient de perdre sa sœur. Il n'a pas le moral. Ses bouquins ne marchent pas. Il décide de se suicider aussi. Et là, ils vont se rencontrer et s'empêcher mutuellement de se suicider. Et Sherlock Holmes, alors c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est un personnage de roman, et là, il rencontre un auteur de roman. Et je vous dis que, oh là là, c'est un truc pour un télo, et pas du tout, ça marche. Mais alors, vous y croyez, le Sherlock Holmes, il existe, Henry James, bien sûr, et ils vont mener une enquête aux États-Unis. Alors, vous allez parcourir les États-Unis, une enquête assez machiavélique, assez intelligente, et puis vous allez découvrir tous l'époque américaine de ces grands auteurs, vous savez, Edgar Poe et tout ça, vous allez les croiser. C'est subtil, intelligent, passionnant, à la portée de tous, et ça vous donne aussi envie de redécouvrir des écrivains. Il y a plein de gens qui connaissent pas Henry James en disant oh là là, c'est compliqué. Et en fait, il y a plein d'excellents romans d'Henry James, Portrait de femme. Je crois que c'est un des portraits les plus terribles, les plus pervers, les plus affreux de femmes qu'on ait fait. Allez-y, c'est chez Robert Laffont. Et moi, ça a été vraiment une magnifique découverte pour moi au niveau polar cette année. Vous aimez votre nom, votre prénom, Gérard, ou pas? Ouais. Parce que non, il y a un petit livre pour enfants qui est très mignon, ça s'appelle Moi c'est Roberta. Alors Roberta, elle aime pas du tout son prénom, elle trouve que ça fait vieux. Ses copines, elles ont des jolis prénoms, elle s'appelle Emma, Ninon, tout ça. Et donc elle est vraiment pas contente. Et puis un jour, elle rencontre une très jolie girafe. Et vous devinez comment elle s'appelle? Elle s'appelle Roberta. Et donc du coup, Roberta, d'un seul coup, elle trouve que c'est un très joli prénom. Je trouve que c'est un petit livre très mignon. C'est chez Loulou et compagnie. Donc c'est pour les. Bien, Loulou et compagnie. Oui, c'est vers 3-4 ans. Elle s'appelle Jeanne Boyer, l'auteur. Elle est une jeune femme et j'aime beaucoup son dessin qui est très coloré. Et c'est une façon d'expliquer aux enfants que les prénoms sont portés un petit peu par tout le monde, quoi. Donc c'est très mignon. J'avais un autre coup de cœur. Ça s'appelle Babacar a disparu. Alors c'est Jean-Christophe Berlin. Ouais. Alors c'est paru aux éditions Le Sémaphore. Alors vous vous souvenez, Le Sémaphore, ce qui avait publié. Alors c'est un de ça fait partie des livres cultes. Les Thébaines. Oui. L'été Ben était paru. C'était incroyable, cette histoire. Ouais. Alors, je sais pas si c'est déjà, c'est toujours en vente. Je pense, oui. Et donc, Babacar a disparu. Alors, il y a une préface de Jean Becker, l'immense cinéaste. C'est un roman initiatique. Moi, j'aime pas. Je suis un petit peu comme vous, tout ce qui sort de la ville. L'Afrique, c'est pas trop mon truc. Et là, on rentre vraiment dans ce qu'est l'Afrique. C'est un jeune coopérant qui se retrouve dans un village et c'est un livre fin, sensible, une belle écriture, c'est un premier roman et c'est une histoire vraie. C'est Jean-Christophe Berlin qui est kinésithérapeute, mais il raconte en fait sa rencontre quasiment initiatique avec un jeune Sénégalais qui s'appelle Babacar. Et puis un jour, Babacar disparaît. Et ce livre, c'est à la fois la découverte de la réalité africaine, une découverte vraiment. Vous êtes dans la touffeur de l'Afrique, vous êtes emporté par le roman. Moi, je me suis vraiment régalée à le lire. Ça s'appelle Babacar a disparu, Jean-Christophe Berlin, et c'est aux éditions Le Sémaphore. On va aller voir. Voilà. Et pas comme il fait froid, en plus, vous allez vraiment ressentir cette chaleur de l'Afrique. Quoi d'autre, Gérard? Alors, vous savez, il y a des gens, pour les enfants qui ont 9 ans, ils ne savent pas trop quoi acheter. Et là, j'ai découvert un livre extraordinaire, ça s'appelle Maverick, Maverick, M-A-V-E-R-I-C-K.
C'est aux éditions Little Urban et c'est d'Églantine Solman. Alors c'est un petit garçon qui s'appelle Anselme. Anselme, il a 11 ans, il n'est pas très aimé par ses parents, alors vraiment pas très aimé. Et puis il va passer quelques temps chez sa tante, Olga. Alors Olga, vous savez, c'est le contraire de vous, c'est le genre catcheuse, vous voyez le truc, quand vous la voyez, elle vous fait peur, quoi. Mais en fin de compte, le truc, c'est c'est un bourreau de tendresse. Elle est très très gentille avec Anselme. Anselme, il est heureux. Et le problème, c'est qu'il vit dans une ville qui s'appelle Maverick. Et Maverick, c'est tenu par des tyrans. Il y a un roi hyper méchant, les gens ont peur et tout. Et lui, Anselme et puis sa copine, et tous les enfants de la ville ont décidé de se rebeller contre ce roi méchant. C'est une sorte de Harry Potter pour 9 ans. C'est absolument génial et ça fait partie de ces livres que j'appelle des clés pour la lecture. C'est-à-dire qu'une fois que les gosses commencent, ils ne lâchent plus. Et en plus, il y a un message là-dedans c'est un message. Alors, ça fait un peu pompeux comme ça, mais il faut leur apprendre dès le début que la démocratie, c'est contre les gens qui veulent vous diriger, des choses comme ça, sous des lois pas possibles. Et c'est magnifique, la couverture. Le livre est beau. Les images, en plus, c'est des illustrations. C'est super sympa. Je l'ai lu. Et j'ai adoré. Alors vous êtes, je me mets au niveau, hein, et je commence à vieillir. Et donc c'est plein d'humour, c'est drôle, c'est plein de rebondissements. Et nos gamins qui ont lu ça adorent ce bouquin et cherchent la suite qu'il n'y a pas. Donc je vous le conseille. C'est une manie. Arrêtez Le Petit Prince et achetez Maverick et vous verrez les gosses, ça va leur faire 10 fois plus plaisir comme ça et ça vous évitera de cacher Le Petit Prince en haut de l'armoire pour Voilà, ça s'appelle Maverick, Ville Magique, Mystère et Boule d'Ampoule d'Églantine Solman et c'est aux éditions Little Urban. Moi, j'ai découvert c'est des romans graphiques que je découvre un petit peu cet univers-là. Parce que je trouve que parfois il y a des choses qui sont plutôt bien faites. Là, c'est paru chez Gallimard. Ça s'appelle Sur la route de West de Tilly Walden. Je sais pas si vous connaissez. J'ai beaucoup aimé les dessins parce que c'est dans les roses, les violets. C'est une sorte de Thelma et Louise, une fille elle traverse le Texas, elle a 27 ans, elle a une petite caravane et puis dans une station-service, elle va tomber sur une jeune fille qu'elle connaît, qui était sa voisine et qui a 18 ans, qui est fugueuse. Et puis elles vont partir et c'est une sorte de road movie. C'est très beau, ça parle de l'homosexualité féminine, ça parle de l'adolescence. C'est une sorte de, ça fait un peu penser à Paris, Texas. Donc ça s'appelle Sur la route de West et l'auteur s'appelle Tilly Walden et c'est chez Gallimard. Voilà, on a fini déjà. On a fini. Ça va vite. On aura encore plein de choses. Merci à vous Gérard, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bientôt. Et nous on se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour le débat du 10h midi. On est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. De l'actualité, il y en a évidemment avec les déclarations hier du Premier ministre à propos du vaccin. Le gouvernement promet transparence et sécurité. On va parler du Black Friday, les soldes d'hiver repoussés. Ça a été annoncé ce matin sur Sud Radio par Alain Griset. On va y revenir et on en parle avec Nicolas Corato. Bonjour, président fondateur du think tank Place de la République. Fatima Yadani, bonjour, vous êtes secrétaire nationale adjointe du PS. Je précise que vous êtes médecin docteur en microbiologie, donc vous pourrez peut-être nous donner quelques détails sur les vaccins. Bonjour. Et Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, bonjour à vous. Et Fatima El-Ouazdi, bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Rueil-Malmaison et fondatrice de Politique L, E2L, apostrophe E2L, ES. Commençons par un tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Allez, Nicolas, on ne lui rendra jamais assez hommage, donc je suis d'accord pour votre coup de cœur. Je suis content que vous soyez d'accord, Valérie, parce que écoute leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. Voilà, Anne Sylvestre. C'est un peu l'hymne de votre émission, Valérie Expert. Oui. On aimerait bien plus de gens qui doutent. On aimerait bien douter encore un peu plus. Moins de gens sûrs d'eux-mêmes. Parfois même, je me le dis à moi-même. Donc voilà. Non, c'est un coup de cœur pour Anne Sylvestre. Cette magnifique chanson est dans un album qui s'appelle J'ai de bonnes nouvelles, qu'elle a diffusé en 1977. Moi, j'avais 2 ans.
Mais c'est vrai qu'Anne Sylvestre a accompagné une partie de ma génération et d'autres. D'abord avec ses chansons pour enfants, qui effectivement l'ont énormément fait connaître, les fameuses fabulettes. Et puis des chansons dites pour adultes qui ont peut-être été moins connues, mais qui sont très touchantes, très sensibles, très profondes et qu'on peut écouter aujourd'hui comme hier, et surtout aujourd'hui quand on manque autant de sensibilité, autant de douceur et autant d'intelligence. Et moi, je trouve que c'est une femme qui fait du bien à l'âme. Et je pense que de là où elle est, elle doit regarder ce monde un peu fou dans lequel on essaye de patauger, avec la poésie qui a toujours été la sienne. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de la journée. Et écoutez cet album, J'ai de bonnes nouvelles, il est sur Deezer ou sur Spotify. J'ai de bonnes nouvelles d'Anne Sylvestre, 1977. Vous verrez, ça n'a pas pris une seule ride. Et je trouve dommage qu'on ne retienne d'elle souvent que les fabulettes et qu'on n'ait pas assez évoqué justement ce côté chanteuse engagée, femme engagée. Je ne sais pas si vous la connaissiez, pour vous, Fatima. Je parle on a deux Fatima El Ouazi, puisque votre Fatima Yadani, puisque votre coup de cœur concerne Valéry Giscard d'Estaing. Fatima Yadani. Alors oui, je connaissais et je me joins justement à cet hommage pour Anne Sylvestre et oui, je connaissais ce que vient d'évoquer l'intervenant précédent. Oui, tout à fait. Parce que vous dites et donc je me joins à ces hommages. Parce que votre coup de cœur concerne Valéry Giscard d'Estaing, donc qui nous a quittés avant-hier, et son action pour les femmes. Et c'est vrai qu'Anne Sylvestre a eu beaucoup son action pour les femmes. Pour une femme de gauche, faire un coup de cœur sur un président de la République de droite, mais là je voulais particulièrement souligner toutes les avancées pour les femmes. Bien sûr, le fait qu'il ait été le premier président de la République à nommer 5 femmes au sein de son gouvernement, le premier à créer le secrétariat d'État à la condition féminine, qu'il a confié à une femme de grande conviction, la journaliste Françoise Giroud, le premier permettre notamment à Simone Veil, avec tout son courage, d'adopter à son gouvernement, avec l'aide d'un certain nombre de politiques de gauche, bien évidemment le droit à l'IVG, le divorce par consentement mutuel, la contraception orale qui a été remboursée par la Sécurité sociale en 1974. Et je voudrais finir sur quelque chose qui n'est pas tout à fait connu, et notamment quand il était ministre des Finances sous le général de Gaulle, il a permis par une réforme aux femmes d'ouvrir leur propre compte bancaire. Et donc je voulais rester sur cette action de lui, et on s'en souvient pas souvent. Et il est vrai que, alors moi, ma génération n'a pas connu en fait cela. On a l'impression que ça a toujours existé, mais il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de femmes, un certain nombre d'associations qui ont combattu pour ça, et justement souligner son action pour cette autonomie des femmes à pouvoir ouvrir leur propre compte bancaire. Voilà. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis cette capacité aussi, il a eu de manière très moderne de travailler avec ses filles, avant Claude Chirac et Jacques Chirac, avec Jacinthe. Cette affiche était exceptionnelle, elle reste, et je pense que Nicolas sera d'accord avec moi, sans doute la plus belle affiche de communication politique. Et puis Anémone aussi a pris sa part, alors que c'était pas Jackie Kennedy, comme le disent un peu les mauvaises langues, mais elle a pris sa part. Je pense qu'elle a eu un rôle très important dans sa carrière. Absolument. On a nos auditeurs qui soutiennent. Laurence nous dit écoutez Une sorcière comme les autres, effectivement, où elle parle des femmes. Il y a une chanson magnifique aussi sur l'avortement. Voilà pour mon coup de cœur. Non, tu n'as pas de nom. Je suis la seule à pas entendre Valéry, je pense. Ah, vous m'entendez, Fatima El Ouazi? Oui, moi non plus. Ouais, nous non plus. Personne ne nous entend. Donc on a un souci de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. On m'entend ou on m'entend pas? On m'entend pas. Sud Radio 10h midi, Valéry Expert. Débat. Bon, on a eu un petit problème technique, mais on va le résoudre. Je pense que tout le monde m'entend maintenant. Fatima El Ouazi, votre coup de cœur? Mon coup de cœur, du coup, c'est dans l'actualité, puisque aujourd'hui on lance le Black Friday. Officiellement, il a été retardé d'une semaine, et je voulais vous parler de plusieurs villes de France comme Angers, Nice, ma ville, Remans-de-Maison, ou encore la ville de Vendôme. Et qu'est-ce que finalement ces villes ont en commun? Ces villes ont en commun le fait d'avoir lancé et développé leur propre marketplace, leur propre site marchand,
qui agrège en fait tous les commerçants de leur territoire pour permettre plusieurs choses. Un, de contribuer en fait à la numérisation des très petites entreprises et des commerces qui est relativement faible aujourd'hui en France comparée à celle qui peut être faite dans d'autres pays européens, que je pense notamment à l'Allemagne. Deux, de contribuer aussi à la préservation finalement des cœurs de ville, car le commerce fait vivre nos cœurs de ville. Si on n'a plus de commerce, on n'a plus d'activité, on n'a plus de balades en centre-ville et finalement les villes perdent de leur charme et ça crée beaucoup de paupérisation des centres-villes. Ouais. Et finalement, le Figital, donc tout ce qui est commerce numérique avec du déplacement, d'aller chercher dans les magasins avec du click and collect, ça permet de développer un commerce complémentaire, additionnel pour nos villes. Et qui sera durable à votre avis? Est-ce que des gens vont prendre cette habitude en fait? Je pense que oui, je pense que les évolutions de consommation des Français montrent qu'ils sont de plus en plus adeptes du e-commerce. En témoignent les records des ventes de plateformes comme Cdiscount par exemple, qui appartient à un groupe français. Je pense que consommer local n'est pas antinomique avec consommer numérique. Et justement, je trouve que ces plateformes ont le mérite en fait de vouloir à la fois sauver les commerces locaux, sauver l'emploi local et à la fois contribuer en fait au développement économique des territoires et au maintien des emplois. Et pas juste délocaliser ou alors juste acheter en ligne pour acheter en ligne et finalement délaisser en fait nos commerces locaux. Donc moi je salue ces démarches et je salue ces villes. On va en reparler tout à l'heure, je pense. On va en reparler, oui, absolument tout à l'heure. Jackie Isabello, c'est un coup de gueule? Non, c'est pas un coup de gueule, c'est un constat qui est un petit coup de gueule. Vous avez raison, Valérie. Alors c'est moins drôle, mais il y a une étude qui est sortie sous l'égide d'un institut, un think tank qui s'appelle l'Institut de la protection sociale, à l'heure où on entend un peu monter un petit discours en arrière-plan qui consisterait à dire dans cette crise, il va falloir faire payer les plus riches. Et cette étude dit aujourd'hui le système de protection sociale, il est essentiellement payé par les plus riches et il ne leur bénéficie pas. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, ces cotisations, dont la base juridique est de promettre des prestations derrière, des prestations différées, des sortes de compléments de salaire, pour parler très simplement, s'ils permettent aux moins aisés de bénéficier pleinement du système, et c'est tant mieux, ça fait partie du pacte républicain français, eux, les mieux rémunérés en bénéficient de moins en moins. Et donc cette étude souligne ce point-là pour quand même qu'on en soit conscient, non pas pour les plaindre, mais qu'on soit conscient de cette dérive-là. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ces discours systématiques qui consistent à dire il faut prendre aux plus riches et les méchants, c'est les méchants. Économiquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, les plus riches sont très solidaires. Et redire peut-être que la France est l'un des pays qui redistribue le plus. Exactement. Et on en est très fiers d'ailleurs. On ne veut pas que ça change, mais voilà, on ne veut pas non plus enlever le mérite à ceux qui mettent de l'argent dans les caisses. Non, peut-être pour compléter, parce que je suis d'accord avec cette étude, c'est le problème de ce qu'on appelait l'universalité, c'est-à-dire que au moment du Conseil national de la résistance, on a décidé dans ce pays qu'il y avait certains besoins qui étaient communs à tous les hommes, quel que soit leur niveau de ressources, et que vous soyez pauvre ou riche, vous aviez droit, par exemple, à un accès aux soins, à la sécurité sociale. Juste vous dire qu'il y a une autre étude de l'Institut Montaigne qui s'est penchée sur l'autre bout de la cordée, entre guillemets, si on peut reprendre l'expression du président de la République, et qui s'est penchée sur les plus pauvres. Eh bien, on découvre en fait que notre système social redistribue également très très peu aux plus pauvres. Donc en fait, c'est intéressant, c'est qu'entre ces deux études, on voit qu'on a un problème en amont et un problème en aval, et tout ça mériterait une analyse politique un peu fine pour qu'on repense un peu les termes de notre redistribution. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Absolument. Une remarque, je suis tombée sur un tweet de Being Black Sciences Po. Donc c'est une association étudiante de Sciences Po qui réclame la création d'un pôle ou département indépendant qui s'occuperait spécifiquement des étudiants racisés et qui serait chargé de créer des politiques antiracistes, de développer. Est-ce que ce n'est pas raciste que de demander cela ? Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Moi, j'avoue que c'est interdit par la loi, non? C'est une forme de ségrégation. Qui veut répondre? Je n'entends personne. Oui, pardon, excusez-moi, non, j'avais mon micro coupé, pardon. Voilà, Fatima, je disais juste, je connais pas, alors moi je suis ancienne étudiante de Sciences Po, donc voilà, j'ai pas eu vent de cette association.
c'est surprenant. J'attends de voir peut-être le détail des objectifs. Ouais. Je sais qu'une procédure de reconnaissance associative a été lancée. En fait, chaque année, il y a des nouveaux projets étudiants qui émergent au sein de l'école avec des objets différents. Et du coup, je pense qu'il y aura potentiellement une validation officielle. À voir ce que ça veut dire. Être noir à Sciences Po, oui, ça peut être un sujet de débat, de discussion. Voilà. Après, on en revient, vous savez, à cette ancienne polémique qui me revient en tête, vous savez, avec le collectif Moisi, vous savez, avec la mairie de Paris qui avait financé cette association, si je me souviens bien. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on en revient à ces débats toujours. Est-ce qu'on est dans un message plutôt universaliste quand on discute des discriminations, ou est-ce qu'on en discute finalement entre personnes qui sont concernées par les discriminations? Moi, c'est vrai que j'ai créé une association justement féministe qui intègre aussi les hommes dans la réflexion. Et moi, j'ai toujours pensé, en tout cas dans ma vision des choses, que oui, parfois il y a besoin de parler entre femmes, mais je pense que si on veut vaincre in fine les discriminations, il faut que toute la société prenne sa part dans ces luttes. Ouais. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est important très inconfortable. Pardon. Je trouve, moi, de manière générale, que c'est très intéressant d'élargir le champ de la statistique en France, à la différence de nombreux pays. On ne veut pas reconnaître, si ce n'est en accordant certains droits à l'éducation nationale ou parfois à l'INSEE, on ne veut pas reconnaître que analyser certains sujets, ça permet de mieux répondre aux problèmes qui inévitablement se créent. Et les statistiques, et j'aime pas le terme d'ethnique, ces statistiques de certaines origines seraient très utiles. Et je vais vous prendre un exemple très précis. Moi, j'ai travaillé avec le MEDEF sur l'arrivée des migrants sur Paris. Et en réunion avec la préfète de région à l'époque, on se disait il y a des îlots de pauvreté qui se créent, et alors qu'il y a des emplois qui peuvent être demandés et des formations qui peuvent être proposées. Et quand il s'agit de dire voilà, quelqu'un qui ne parle pas français, il faut lui envoyer un petit document dans sa langue pour qu'il puisse s'orienter vers certains systèmes qui permettent l'intégration, on a tout de suite dit attention, statistiques ethniques. Et nous, les entrepreneurs, on disait attendez, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est que vous avez des migrants, on doit pouvoir les aider, leur proposer du boulot pour éviter que derrière se développent des comportements qui nuisent de manière générale au débat politique et à la société. On nous brandissait des statistiques qu'on qualifie d'ethniques. Donc la statistique doit aider un pays à mieux répondre à des problèmes qui, s'ils ne sont pas analysés, deviennent des problèmes politiques insolubles derrière, et qui sont surtout instrumentalisés par des associations qui sont très très mal intentionnées une fois que le problème a été identifié. Allez, on va passer à notre premier sujet, et qui est évidemment à la une de l'actualité, ce vaccin, l'intervention du Premier ministre hier qui a précisé les modalités de la campagne de vaccination contre le Covid, avec Jean Castex qui promet transparence et sécurité, une vaccination qui sera gratuite, qui devrait être facile d'accès, qui ne sera pas obligatoire, fortement encouragée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la communication, de la nomination d'un monsieur vaccination, c'est-à-dire qu'on rajoute encore une strate, on rajoute encore une personnalité à cet édifice. Est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors peut-être me tourner vers la spécialiste que vous êtes, Fatima Yadani. Merci beaucoup Valérie. Juste rappeler que vous avez, donc moi j'ai écouté le discours du Premier ministre et également celui de Monsieur Fischer, qui est un immunologiste de renom. Bien sûr, il nous faut transparence. Olivier Véran rappelait il y a encore quelques jours que pour l'heure, il n'y avait pas encore d'études cliniques. La France n'avait pas en sa possession les études cliniques qui sont relatives à ces différents tests, aux différents tests issus des études cliniques sur ces vaccins. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore en fait un certain nombre de choses. Je crois qu'on ne peut pas d'un côté avoir expliqué pendant toute cette phase, la première vague et la seconde vague, que le gouvernement n'avait pas été transparent, et que maintenant, alors que le Premier ministre nous explique qu'il y aura transparence, être contre ça. Moi, je voudrais juste rappeler, parce que c'est compliqué quand on n'est pas un scientifique, que la science, elle avance en marchant. Et c'est vrai que la science
il faut que les scientifiques sont des personnes qui sont relativement humbles, et donc il faut traiter toutes les données avec humilité. Pour l'instant, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout sur ce vaccin, et moi j'entends que ce soit difficile à comprendre et à entendre pour la majeure partie d'entre nous. Donc pour l'instant, il y a un certain nombre de données. Elles ne sont pas complètes. On ne sait pas comment elles seront. On ne connaît pas l'ensemble des données sur le temps, les effets du vaccin à long terme, le facteur de protection, l'immunité si elle est relativement conséquente sur le temps, les effets sur un certain nombre de populations, puisqu'on ne sait pas encore comment va protéger ce vaccin sur des populations qui sont peut-être les populations les plus vulnérables. Donc il y a un ensemble de questions qui se posent. Alors je pense que le gouvernement en fait n'a pas les réponses, puisque les scientifiques n'ont pas les réponses, et il faut savoir accepter cela. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que la science en fait elle avance, elle essaye d'avancer le plus vite possible, et il faut soulever ici tous les moyens qui ont été mis en place pour permettre à l'ensemble du monde d'avoir des vaccins pour vacciner la population et justement nous retrouver dans une situation plus normale, revenir à nos activités normales. Et donc, je crois que sauf qu'hier, je ne sais pas si les Français ont été très rassurés, justement. Alors, c'est toute la complexité de la transparence et de la vérité, c'est-à-dire de dire, on n'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a une phrase qui est étonnante, qui est celle, on n'est pas sûr que quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas contaminant. Il y a des choses qu'on a quand on n'est pas scientifique, et je pense qu'il y a des gens qui ont eu plus, qui se sont posés plus de questions après l'intervention d'hier qu'avant. Vous avez raison, Valérie. Vous avez raison. Vous avez complètement raison, Valérie. Et je crois que ça doit s'accompagner d'un message pédagogique. Et en fait, c'est ça le sujet, c'est qu'il faut accompagner au fur et à mesure de cette stratégie de vaccination, du déploiement de la vaccination sur le territoire, accompagner cela en fait de messages pédagogiques. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que les messages, notamment qui ont été donnés hier, puisse impacter la stratégie de vaccination. Il faut juste rappeler que pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'au moins la moitié de la population sur le territoire national soit vaccinée. Donc voilà, il faut être transparent, faire des points réguliers et surtout avoir beaucoup de pédagogie sur le sujet. Ouais, moi j'ai trouvé que cet exercice, Valérie, était intéressant parce que moi j'ai écouté M. Fischer pour la première fois depuis que le gouvernement gère cette crise. On a quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas. Oui. Moi, j'aurais aimé au mois de février qu'on nous dise, au mois de mars, qu'on nous dise des masques, on n'en a pas, et on va se débrouiller sans. Plutôt que de nous dire les masques, ça sert à rien. Oui. Et là, d'une certaine manière, d'entendre cet expert scientifique nous dire, à ce jour, je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous dire un certain nombre de choses sur le vaccin. Moi, je trouve que c'est plutôt un exercice de vérité qui est intéressant. Et puis, effectivement, va falloir de la pédagogie parce qu'il faut qu'on se le dise. On ne s'en sortira qu'avec un vaccin. Oui. Sinon, le gouvernement est déjà en train de préparer la 3e vague. Donc, il faut ce discours de vérité. Moi, je pense qu'il faut aussi que ce discours de vérité il se tienne dans un cadre démocratique. Et je pense que c'est bien de nommer un expert à la tête d'une commission. Ce serait bien aussi de nommer une commission de parlementaires, de gens qui nous représentent, qui sont d'opinions politiques différentes et qui puissent débattre aussi de ce thème de la vaccination. C'est un thème très important. Il faut rallier les Français à cette vaccination. Si on veut le faire, il faut que ça se fasse de la manière la plus transparente, mais aussi la plus démocratique possible. On revient dans un tout qu'aujourd'hui, c'est ce débat. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire ce que vous avez pensé de cette intervention. Est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sephora. Sur Sephora.fr, on est fan du Black Friday. On aime les milliers de cadeaux pour faire et se faire plaisir à Noël. On raffole des produits de soins à moins 25% jusqu'à dimanche. Et on adore les parfums et coffrets parfums à moins 30%. Et ce jusqu'à lundi. Nos équipes se font une joie de vous accueillir en magasin. Bien sûr, le click and collect reste disponible. Commandez sur Sephora.fr, récupérez en 2 heures et en toute sérénité votre commande en magasin. Voir conditions sur Sephora.fr. Sephora, the unlimited power of beauty. Le pouvoir infini de la beauté. À tous ceux qui ont un mixeur qui fait le bruit d'un scooter trafiqué. À ceux dont le micro-ondes chauffe l'assiette mais pas la purée qu'il y a dedans. Et à ceux qui ont un sèche-cheveux. Je disais un sèche-cheveux qui fait trop de bruit.
Pour faire des cadeaux utiles, des 35 € d'achat au rayon petit électroménager, Intermarché offre 50% du montant dépensé en bon d'achat. Et c'est jusqu'à samedi. Parce que c'est ça Noël, on profite. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 décembre, réservé aux porteurs de la carte fidélité, bon d'achat valable dans tous les rayons, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Sud Radio. Dans le Gers. À Mirande, sur 102 FM. Le prix solidaire chez U, c'est quoi? C'est un prix qui pense à votre pouvoir d'achat. Le prix solidaire, c'est quand ces clémentines de Corse achetées à nos producteurs français vous sont proposées au prix coûtant de 2,95 € le kilo. Oui, vous proposez 6 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine, c'est notre engagement. U. Commerçons autrement. Offre valable du 3 au 5 décembre, calibre 3, catégorie 1, origine France. Uniquement dans les Hyper U et Super U. Voir modalité sur magasinu.com. 2,95 € le kilo. C'est clémentine de Corse. Quel délice. Vous voulez avoir le plus beau sapin pour Noël? Chez Jardiland, du 4 au 6 décembre, le sapin Norman coupé à pied taillé de 1 m à 1,50 m est à 14,95 €. Et en plus, le socle en bois est offert. Dépêchez-vous, les plus beaux sapins sont chez Jardiland. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Vous écoutez Valérie Expert, la suite du 10h midi dans quelques instants sur Sud Radio. Chérie, tu entends? Quoi? L'alarme? Ben oui, c'est l'alerte discount de Netto. Aujourd'hui, la barquette de 8 steaks hachés Origine France est à 4,95 €. 4,95 € les 8 steaks hachés? Oh, un prix très affûté. Netto, le discounter qui fait la différence. 20% de matière grasse, barquette de 800 grammes, soit 6,19 € le kilo. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Et jusqu'à mardi, le Kiddy Secret Enchanté Reine des Neiges 2 est à 49,99 € avec une remise immédiate de 50%. Soit le Kiddy Secret à 24,99 €. Pour 24,99 €, ce sont 20 activités proposées et des secrets enfermés, bien gardés. Ah, les bons plans qui font la différence. Auchan. Offre valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Chez Auchan, chaque geste fait la différence. Respectons ensemble les consignes sanitaires. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous parlons donc de cette intervention hier du Premier ministre, ministre de la Santé et du nouveau monsieur vaccin Alain Fischer, pédiatre, immunologue, qui a donc été désigné pour définir la stratégie de la vaccination contre le Covid-19. Nous disions que nous n'avions pas été forcément très rassurés après cette intervention. Fatima, vous nous disiez également que la science avançait en marchant, mais aussi ce qu'on a entendu hier, c'est qu'on n'injecterait pas un vaccin dont on n'était pas sûr aux Français, sauf qu'on est début décembre et qu'on nous annonce une vaccination pour le mois de janvier. Donc Fatima El Ouazdi, comment vous avez compris cette intervention? Déjà, je veux juste apporter quelque chose au niveau du débat. La première chose, c'est que contrairement à, par exemple, le Royaume-Uni qui s'est permis de créer en fait de lui-même d'autoriser un peu en avance par rapport à tout le reste de l'Europe ce vaccin, et en fait parce qu'il n'a pas d'autorité indépendante, finalement, nous ce qu'on dit c'est que nous, les 27, les pays de l'Union européenne, nous allons faire valider d'abord ce vaccin par une autorité indépendante des États. Donc ça veut dire que c'est totalement décorrélé d'une volonté nationale, mais que ça se base du coup sur des faits scientifiques. Donc cette validation, cette autorisation devrait venir d'ici la fin du mois de décembre. Déjà, ça c'est le premier point. Moi, le deuxième point que j'ai envie sur lequel j'ai envie d'alerter et de sensibiliser les personnes qui nous écoutent, c'est que ce vaccin, il sera mis sur le marché sous réserve d'autorisation de la Haute Autorité de Santé qui du coup est nationale. Donc déjà on va faire en sorte que ce vaccin corresponde aussi aux référentiels et aux normes que nous on se fixe au niveau national. Donc je ne pense pas que le gouvernement se précipite dans une vaccination trop hâtive, mais je tiens aussi à alerter que d'autres pays, je pense mettent en place de façon très nette cette vaccination. Et sans attendre des autorisations d'aucune autorité. Donc je pense par exemple au vaccin Sinopharm, etc. Donc il y a déjà des pays qui vaccinent aujourd'hui en ce moment même. Donc finalement, est-ce que nous on est trop en avance ou trop en retard? Je dirais que c'est un peu un équilibre difficile à évaluer. En fait, nous on prend le temps et on respecte aussi la santé des citoyens. C'est vrai qu'on n'a pas de recul nécessaire, mais c'est pour ça que le président de la République a la volonté aussi de mettre en place et d'ouvrir les débats scientifiques en mettant en place
au Parlement ce vote, cette discussion qui aura lieu. Donc c'est cette logique de transparence, et aussi de solliciter du coup le Conseil économique, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui va lui aussi organiser et animer la société civile sur la stratégie de vaccination. Et ça aussi, je pense que c'est important pour les Français de voir qu'il y a des instances de débat, il y a des instances de discussion, qu'il y a une transparence totale qui va être de mise sur cette vaccination. Et moi, je pense que c'est important donc d'avoir d'un côté cette procédure sanitaire qui va être rigoureuse et stricte, et de l'autre côté, cette transparence. Et enfin, vous pensez que les Français croient à cette transparence? C'est un peu ça le problème. Quand je vois les différentes réactions qu'on peut avoir, c'est... Moi, je pense que la communication politique sera importante. Oui, mais ils nous ont menti. Pourquoi on leur ferait confiance là-dessus? Par exemple, moi, j'invite les présidents de région, les maires. Je pense que c'est une bonne idée, mais que toutes ces personnalités politiques qui vont promouvoir le vaccin, se fassent vacciner devant caméra, par exemple. Je pense que ça aussi, ça peut montrer que si on se fait vacciner, c'est qu'on a confiance dans la procédure et dans le process qui a été mis en place. Moi, je pense que ça peut être une chose qui peut rassurer les personnes. Ouais. Alors là, je ne sais pas ce qu'en pense Jackie Isabello, mais hier, quand un journaliste a posé la question au Premier ministre et qu'il répond question piège, c'est une question piège, mais je ne vois pas en quoi c'est une question piège que de lui demander s'il va se faire vacciner. Il a eu une réponse après qui était adaptée en disant non, parce que je ne fais pas partie des catégories qui ont été désignées. C'était assez facile de répondre comme ça, mais la question aussi de l'exemplarité, elle sera importante, je pense, pour les Français. Repris par Gabriel Attal ce matin en disant « Je ne fais pas partie des publics cibles, le sujet n'est pas là ». Alors, c'est essentiel ce que vous dites. Il se trouve que, et Nicolas sera, je pense, complètement d'accord avec moi, depuis le début de cette crise, nous n'arrêtons pas, nous, les communicants, de dire « C'est vrai que vous n'attachez pas beaucoup d'importance à la communication, mais dans un contexte de crise tel que celui-là, cet outil est essentiel. Et donc, faites très attention à vous. Et dans cette phase ultime, c'est encore plus vrai parce que qu'est-ce qui se passe? Le vaccin est la réponse. Mais si jamais les gens ne souhaitent pas utiliser le vaccin, eh bien, c'est un grave problème. Or, la France, et vous le savez mieux que personne, Valérie, parce que c'est un sujet que je sais, moi, que vous suivez tout particulièrement, vous savez que les théories complotistes et les prises de position de tout un tas de groupes constitués sur ce sujet des vaccins est un sujet insoluble en France. Et je fais référence à une discussion qu'on avait eue, puisque aujourd'hui, on voit des gamins, et on a une médecin parmi nous aujourd'hui, des gamins qui ne sont pas vaccinés de la rougeole ou de la rubéole, et vous avez des cas de rubéole qui sont réapparus en France. Donc le sujet du vaccin est essentiel. Et pourquoi aujourd'hui c'est une mauvaise idée que d'être finalement assez transparent sur notre méconnaissance? Eh bien, vous l'avez dit, pour employer une expression favorite de ma grand-mère, si je parlais comme Darmanin, c'est comme on fait son lit aux couches, sauf que le lit de la communication qui a été fait par le gouvernement, il est passé par ces fameux mensonges. Et donc aujourd'hui, les Français se disent, alors attends, si aujourd'hui tu es transparent, ça veut dire qu'il y a encore plein de trucs que quand tu dis que tu ne sais pas, c'est encore plus catastrophique que ce que je pensais, parce que il n'y a jamais eu de vérité, il n'y a jamais eu de responsabilisation, il n'y a jamais eu d'implication sévère de la population française, que ce soit vis-à-vis des jeunes, dans tout un tas de... Et vous voyez, ça c'est un vrai problème, parce que on le voit. Alors, et je conclurai rapidement là-dessus. Et pourquoi c'est un problème encore plus important? Parce que les premiers concernés, les soignants, on a des études qui nous disent, parmi les aides-soignants dans les hôpitaux, il y a 20% des aides-soignants qui se font vacciner du vaccin de la grippe. Alors imaginez sur le vaccin du Covid. Et ce problème de communication, il est très important, et le gouvernement va continuer de recueillir finalement les désagréments de cette stratégie calamiteuse qu'il a mis en place dès le début. Alors Fatima, vous vouliez justement réagir. Alors moi je partage complètement les propos qui viennent d'être énoncés, et notamment sur la perte de crédibilité de la parole politique depuis le mois
mois de mars et pendant le début de cette crise sanitaire, en fait, pour les différents mensonges que vous avez soulignés, et aussi la perte de crédibilité d'un certain nombre de scientifiques. Un certain nombre de scientifiques qu'on a vus sur les plateaux télé qui nous expliquaient, notamment par un certain nombre de débats stériles, qu'il n'y aurait pas de seconde vague, que c'était une petite grippette. Et maintenant, en fait, les Français, à juste titre, ont du mal à faire confiance et à la parole scientifique et à la parole politique. Donc, il y a tout un sujet, et vous avez raison, et vous êtes des communicants, donc c'est un sujet que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Il y a tout cet aspect-là qu'il va falloir retisser, le lien des Français avec les scientifiques et aussi avec un certain nombre de politiques, et notamment sur cette stratégie vaccinale. Et puis, je rajouterais un point, c'est-à-dire que cette controverse scientifique qui a fait beaucoup de mal, elle s'est installée, docteur, vous pourrez confirmer, à un niveau qui est incompréhensible pour nous, qui est à un niveau des mandarins. Mais les médecins libéraux, ceux qui sont sur le terrain, dès le début, ils ont dit, nous avons l'habitude de gérer ce genre de choses, et on a été, dès le mois de mars, exclus de la procédure d'accompagnement sur le terrain, dans les territoires, de nos malades, de nos clients, des gens qu'on connaît le mieux. Et donc, cette espèce de système qui s'est mis en place, qui aurait dû passer par la confiance des premiers concernés, c'est-à-dire nos médecins, on l'a vu avec l'hépatite C ou B, parfois le docteur disait, moi je lis plein d'études, mais c'est vrai que là-dessus, bon voilà, c'est pas complètement calé, faites votre décision, et on prenait, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, nos décisions. Ces médecins-là, à la base, ils ont été évacués comme si on leur disait, toi, pauvre médecin généraliste, on n'a pas besoin de toi, laisse penser les spécialistes les les grands généralistes sont associés, en tout cas, ça a été annoncé. Maintenant, oui, ils ont plutôt intérêt, mais bon. Oui, et vous avez raison de souligner que... Vous avez raison de crédibilité de la communication, ça a été une erreur aussi. Oui, pardon, Fatima ? Oui, je voulais juste ajouter... vous avez raison de souligner que les acteurs de terrain, que sont les médecins généralistes, ont été complètement mis de côté pendant au moins la première vague, et souligner en fait cette absence de concertation et de coordination sur le terrain lors de la première vague. Souhaitons justement que pour le déploiement opérationnel de cette stratégie de vaccination, il soit mis à contribution, notamment ces acteurs de terrain, parce que c'est à eux, c'est à votre médecin généraliste que vous faites le plus confiance, et donc qu'ils soient impliqués de manière entière sur cette stratégie vaccinale. Allez, on va marquer... Oui, un dernier mot. Il faudrait quand même dire que ces vaccins, c'est quand même d'abord une lueur d'espoir. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup de nos inquiétudes, mais qu'est-ce que seraient nos inquiétudes s'il n'y avait pas de vaccin à l'horizon ? Voilà. Non, mais c'est la sortie de la sortie effectivement de cette pandémie passera par le vaccin forcément. Allez, on se retrouve dans un instant. On va changer de sujet. On va parler de ce Black Friday et des soldes d'hiver qui ont été repoussés. Est-ce que ça va servir les petits commerces ? On en reparle dans un instant avec vous. Débat. Avec vous sur Sud Radio, j'espère que vous nous entendez bien. On est ensemble jusqu'à midi. Black Friday aujourd'hui, donc vendredi de promotion un petit peu partout. Et puis ce matin, Alain Griset était l'invité du Grand Matin Sud Radio. Et écoutez son annonce à propos des soldes. Mais en réalité, moi je pense qu'aujourd'hui il est utile de reporter. Et donc les soldes commenceront le 20 janvier. Les soldes vont commencer le 20 janvier. Donc c'est pas un report beaucoup plus tard, quoi. Non. Bon, on avait de par la loi possibilité de commencer le 6. Bon, certains demandaient jusqu'au 27. Même au-delà. Bon, moi je considère que le 20 janvier est une date qui est correcte et qui permet d'envisager une bonne période. Voilà, Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Donc les petits commerçants, évidemment, avec ce Covid, ont été à la peine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de promotions. Les soldes n'ont plus vraiment de sens. Je pense que les uns et les autres, vous recevez tous des promotions. Est-ce que vous pensez que ces petits commerces, que les Français, en tout cas, ont aujourd'hui, c'est un petit peu ce que vous nous disiez, Fatima El Ouezdi, le souci de se rapprocher de leurs petits commerçants? Je pense que oui. Je l'ai vu, moi, dans ma ville. Il y a eu le jour donc samedi dernier, le jour où on a rouvert les commerces, une véritable affluence parce que on a communiqué
tous les politiques ont communiqué sur la question en disant achetez locaux, consommez dans les commerces au plus proche de chez vous, parce que si vous ne le faites pas, ces commerces sont tout simplement en train de mourir littéralement. Ils croulent sous des loyers qu'ils ont des difficultés à payer, les charges s'accumulent et il n'y a pas de rentrée d'argent. Et surtout, moi je pense à tous ces commerçants qui ont préparé ces fêtes de Noël et qui se sont retrouvés en réalité avec beaucoup de stocks qui doivent en fait écouler en l'espace de quelques semaines. Et c'est vrai que décaler les soldes, finalement, ça permet aussi de pouvoir en fait soit gérer son stock et son stock logistique et ses flux pour pouvoir arriver avec des démarques qui soient à minimum intéressantes pour les consommateurs. Et c'est vrai que maintenant, on est dans des périodes, surtout, on se pose la question même de ces périodes de soldes, ça fait des années qu'on en parle, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ces périodes choc de promotion, alors qu'en fait, en réalité, il y a des promotions quasiment toute l'année. Donc là, c'est aussi un autre débat. On a un petit peu de mal à savoir aujourd'hui ce que c'est que le juste prix, et la question aujourd'hui est de se dire, est-ce il n'existe plus le juste prix. Non. C'est un problème en marketing. C'est un vrai problème. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va consommer, acheter? Est-ce qu'on a la tête à ça? Est-ce que il y a plein de questions autour de la consommation, Jackie? Alors, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que le petit commerçant, il est essentiel pour plein de raisons, mais il se bat contre des ennemis qui sont extrêmement puissants et très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, et je les incite à acheter ou à offrir cet excellent livre qui s'appelle Le capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, qui explique la puissance d'Amazon et de Google. Ce qui se passe, c'est que, vous le savez, quand on navigue sur Internet, quand on manifeste un intérêt en regardant, en prenant de l'information sur tel ou tel produit, les algorithmes le savent. Et donc, celui qui est puissant parce qu'il a l'information, il peut faire des prédictions, et bien lui, il va vous générer une promotion dont vous aurez l'impression qu'elle est très intéressante. Et bien, ce petit commerce physique, lui, même s'il fait du click and collect, il ne peut pas se battre contre ça. Et donc, les prix sont un peu moins élevés de la part d'Amazon, notamment parce qu'on l'a symbolisé par eux, et bien parce que lorsque l'ensemble du commerce physique subit dans les territoires ou de la part de l'État plus de 90 taxes mis bout à bout, eh bien Amazon, eux, parce qu'ils n'ont pas de surface de vente, eh bien ils ne payent pas tout ça. Et donc il y a un décalage fiscal entre les deux formes de commerce qui, au-delà de savoir si on aime bien notre petit commerçant ou on ne l'aime pas, eh bien est mortel pour eux. Si on ne remet pas à l'équilibre cette chose-là, plus les algorithmes qui sont terribles, parce que quand on sait véritablement ce que vous avez dans la tête, vous ne pouvez pas vous battre contre ça, eh bien les petits commerçants sont très très inquiets, alors que imaginez une ville sans commerce, enfin... Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Regardez aujourd'hui, le distanciel, on en a marre. Moi, j'ai envie de revenir sur le plateau de Sud Radio. J'ai envie de tacher ma chemise avec un steak et un peu de sauce. Voilà, vous savez, ce monde-là est invivable quand même. Oui. Et alors, je sais pas qui veut. Je vois que la CGT appelle demain à une manifestation partout en France pour le droit au travail, l'emploi contre le chômage et la précarité, pour les libertés et les droits et les violences policières. Enfin bref, ils appellent à manifester demain. Ça veut dire que les petits commerces, encore une fois, ne pourront pas ouvrir et vont être pénalisés. Mais Valérie, ça va avec. Valérie, ça va avec. Je vous rappelle cette grande campagne, nos emplettes sont nos emplois. Les questions du travail et les questions de la consommation sont liées en France. Je rappelle qu'en France, plus de 50% du PIB provient de la consommation. Donc, c'est pas une petite affaire. Et moi, je pense qu'on peut dépenser en pensant, qu'on peut être un peu plus citoyen que consommateur et que effectivement réfléchir un peu à notre profil de consommateur, ne pas le laisser, comme disait Jackie, uniquement aux algorithmes, mais penser à la manière dont nous proposons, dont nous nous projetons sur le marché de la consommation, en faisant attention à ce que nous achetons, à chez qui nous l'achetons et pourquoi nous l'achetons. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on pense un peu moins à dépenser, peut-être un peu moins à dépenser mieux, et surtout un peu à dépenser de manière citoyenne. C'est une responsabilité assez facile à prendre. Citoyenne, mais on pense aussi à notre porte-monnaie. Hélas, comme vous le disiez, avec ces promotions permanentes, mais parfois on achète peu cher du superflu.
Et on reporte des achats plus importants. Donc, concentrons-nous sur ce qui nous est vraiment utile. Et quand ça nous est utile, essayons d'acheter des produits qui correspondent à notre projet de société. Mais on ne fait pas toujours de bonnes affaires. On fait pas toujours de bonnes affaires. Pardon, je suis très bref. On fait pas toujours de bonnes affaires. Le marketing nous fait croire qu'on fait des bonnes affaires, mais pas toujours. Fatima Yadani. Vous êtes là? Non, on vous entend pas. Alors, Fatima. On ne fait pas toujours de bonnes affaires. Il y a des dépenses en fait. Oui. Je voulais reprendre un peu ce que disait Nicolas, mais il y a aussi des tendances fortes de consommation aujourd'hui des Français. Je pense notamment au textile, des tendances de consommation qui sont plus responsables. Donc aujourd'hui, on a quand même des consommateurs qui souhaitent acheter moins en quantité, mais acheter du coup mieux, plus qualitatif, avec un sourcing qui soit responsable, donc plus proche de la France, avec des matières qui soient plus écologiques, plus responsables et respectueuses de l'environnement. On a aussi des plateformes, je pense par exemple à la Camif, qui ont développé aussi des business models et des modèles d'affaires qui sont responsables, en fait, qui promeuvent aussi une consommation responsable tout en achetant en ligne. Donc, je pense qu'il existe aujourd'hui des entreprises françaises qui incitent à un changement des modes de consommation. Et je pense que c'est dans cette démarche qu'on doit s'inclure parce que consommer et acheter beaucoup, je ne pense pas que ce soit responsable. En revanche, acheter bien, acheter local, acheter nos fruits et des légumes au niveau local. Alors, je parle de tous les commerces, je parle aussi bien des maraîchers que des entreprises du textile, que des entreprises de décoration, enfin vraiment tout. Il faut qu'on s'interroge, nous, en tant que citoyens, ce qu'on peut acheter. Et bien sûr, le problème, c'est pas tant la volonté d'acheter, c'est aussi le pouvoir d'achat des Français. Souvent, ces produits qui sont à sourcing plus proche de chez nous, parfois peuvent coûter aussi plus cher en termes de prix. Et je pense que c'est pas donné à toutes les bourses. Donc, il y a aussi à voir comment on peut peut-être améliorer aussi ce modèle pour que ça profite à tous les Français et pas seulement à ceux qui ont les moyens. Ouais, alors juste Sabine me dit sur Facebook, arrêtez de dire que les manifs gênent les petits commerçants. Bordel, on fait quoi alors? On laisse faire. Réfléchissez un peu. Si ça gêne les petits commerçants, je suis désolée, les gens qui veulent aller faire des courses demain, ils iront pas dans les centres-villes quand il y a des manifs. On n'y va pas. Ils ont demandé d'ailleurs la création de zones commerciales protégées. J'irai faire des courses. Non, mais les commerçants, ils ont demandé la création de zones commerciales protégées. Moi, j'ai vu passer des communiqués de presse indiquant qu'ils n'étaient pas contre les manifestations. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Ils disaient attention, on a été percuté par la crise du Covid, et donc demandons au préfet de repenser les trajets pour qu'effectivement la clientèle, alors qu'on vient de les réouvrir et qu'il faut revenir leurs salariés, que la clientèle ne soit pas effrayée. Donc il faut essayer de concilier les deux, laisser les gens s'exprimer dans la rue, mais pas le faire là où il y a des rues commerçantes. On a suffisamment de rues. Ou manifester un autre jour, nous dit Sacha. C'est ça. Zone commerciale protégée, c'est très très bien. Alors après, un autre jour, c'est très compliqué à mettre en place. Juste un point sur le prix quand même. Pourquoi c'est très compliqué? Non, mais parce que c'est vrai que le week-end, c'est ce qu'il y a de plus simple pour tout le monde. Mais bon, le dimanche, c'est pas le week-end? Le dimanche, c'est pas le week-end? Alors après, traditionnellement, c'est vrai qu'en France, le dimanche, pour d'autres raisons, c'est plus ça. Mais sur cette notion de prix, je voudrais dire quand même les commerçants, ils ouvrent, les commerçants maintenant, ils ouvrent leur commerce le dimanche parce qu'ils ont tellement de business à rattraper qu'ils peuvent plus se permettre de fermer. Donc, si le maire est d'accord, vous le savez, Fatima. Oui, s'il y a des autorisations, tout à fait. Si le maire est d'accord. Bien sûr, mais je le sais bien. Mais après, on fait pas tout le temps des bonnes affaires. Parce que le local, c'est très très bien, mais on a tous besoin d'acheter une télé et un lave-vaisselle ou un lave-linge. Et c'est France 2 ou TF1, lors du report du Black Friday, ils ont fait un reportage, ils ont dit voilà, le prix de l'autocuiseur estampillé Black Friday, et ils disent aujourd'hui sur Amazon Belgique, le prix sans promotion, c'était le même. Donc le marketing du Black Friday, bien sûr. Qui n'a pas les mêmes obligations que les soldes, eh bien il déguise une remise qui, dans les faits, quand 60 millions de consommateurs ou la DGCCRF met son nez dans la formation du prix, cette promotion, souvent, elle n'existe pas. Fatima Yadani, on vous avait perdu, on vous retrouve donc Black Friday, soldes, petits commerçants. Oui, juste rappeler quand même qu'il ne s'agit pas d'opposer le droit de manifester justement pour un certain nombre de droits et l'ouverture des petits commerces. Et je voulais justement souligner ça et qu'on peut intelligemment faire les deux. Et moi, je suis bien évidemment pour le droit de manifester et aussi beaucoup pour le soutien aux petits commerces.
Moi, le Black Friday, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup et je sais que je ne consomme pas ce jour-là, mais d'autant pour toutes les raisons que vous avez tous mentionnées, que ça profite principalement aux grandes enseignes qui ont des marges beaucoup plus importantes que les petits commerces. Et puis, d'autre part, rappeler et soulever quand même que c'est en général au détriment des conditions de travail d'un certain nombre de salariés qu'ils arrivent à avoir ces marges qui sont plus importantes. Et donc, malheureusement, les petits commerces ne peuvent pas, ne peuvent pas être avoir autant de marge que ces grandes enseignes, du fait notamment des différentes conditions de travail, du fait de pouvoir acheter en grande quantité. Donc, comme vous l'avez tous dit, soutien plein et entier à tous nos petits commerces. Ça permet aussi de redynamiser un certain nombre de centres-villes. Donc, moi, j'invite toutes les Françaises et les Français à acheter responsable et donc à acheter local et au niveau des petits commerces. Absolument. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff sera avec vous. Et nous, on se retrouve lundi. Très bon week-end.